Alors, bienvenue à vous tous à cette webconférence sur le diamètre idéal pour la récolte des arbres. La présentation est offerte par M. François Guillemette, qui est ingénieur forestier et chercheur à la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. J'espère que je l'ai bien dit, François. Donc, pour la faciliter le tout. Donc, je vais laisser la parole sous peu à M. Guillemette, à François. Et la période de questions là, va avoir lieu là, à la fin de sa présentation. Mais gênez-vous pas d'ici là, d'aller inscrire là, vos questions dans la partie chat. Là, vous avez une icône là, qui se trouve là, tout juste en bas là, de votre fenêtre. Sur ce, je passe la parole à François. Vous confirmez si ça apparaît bientôt. Est-ce que c'est bien là? Oui. Parce que là, je ne vois pas tout le monde là, une fois que je m'installe pour présenter. C'est bon? Oui. Fait que, bonjour, merci d'être là. Puis aujourd'hui, je vais vous mettre un petit peu. Bon. Je vais mettre un petit peu de contexte de la présentation pour commencer. Je vais vous parler des données, les analyses que j'ai faites puis que je vais vous présenter. Ils s'appliquent dans ce territoire-là. C'est ce qu'on appelle la zone tempérée nordique. C'est vraiment tous les domaines bioclimatiques jusqu'où on retrouve de l'érable à sucre et du bouleau jaune. Là. La sapinière bouleau jaune, c'est ce qui est en vert. Puis, mais je vais mettre l'emphase autant que possible les résultats que j'ai qui s'appliquent plus pour le sud du Québec. Là, vous allez le voir dans la présentation. Ce dont je vais vous parler, c'est des peuplements dominés par les feuillus durs. Hein? Fait que c'est un mélange d'essence, bouleau jaune, hêtre, érable à sucre, différentes qualités de tiges, de produits, de risques de mortalité, de classe de vigueur. Je vais vous parler aussi de mes résultats vont s'appliquer aussi à des peuplements qui sont plus mixtes aussi. Puis que pour beaucoup, ils ont une dynamique naturelle des ouvertures par petites trouées qui sont fréquentes. Puis qu'on préconise généralement une sylviculture dans les vieux peuplements inicouyennes, les vignes qu'on appelle sur la cartographie, de coupe partielle, qui implique un choix d'arbres, qui soit par un marteleur c'est ou quelle par heure, ça? machinerie. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis dans un contexte de production de bois Je d'œuvre. m'entends pas. Ah, Oui, j'ai. OK. Mais toi, tu m'entends bien? Les autres m'entendaient bien? Bon. Je continue. Puis, dans les coupes partielles pour produire du bois d'œuvre, je donne un exemple ici là, avec les derniers modèles qu'on a, là, des études qui ont été faites pour la répartition par produit, pour le bouleau jaune. Si vous regardez la proportion du volume net de l'arbre qui est sur l'axe vertical en fonction du diamètre de l'arbre, ben, on voit qu'à partir de 24 cm, c'est là qu'on commence à produire du sillage. Puis dans le cas du bouleau jaune, la proportion du bois d'œuvre est quand même assez stable avec le diamètre. Elle augmente légèrement, mais pas beaucoup. Ce qui augmente pour des arbres plus gros, c'est le bois d'œuvre de grande valeur. Quand on se met à faire du déroulage, puis des belles billes de grosses billes de sillage qui donnent de meilleure qualité. Ce n'est pas tout le temps les mêmes relations pour toutes les essences. Là. Je vous ai mis deux autres exemples. Là. Pour les épinettes, évidemment, là, quand on atteint des gros diamètres, c'est pas long que, plutôt que le diamètre grossit, qu'on a beaucoup plus de volume net de l'arbre qui va aller en bois d'œuvre, qui va aller en sillage. Tandis que dans le cas de l'érable à sucre, bien, ça commence un peu plus bas que le bouleau jaune, mais vous pouvez voir que ça augmente un petit peu plus haut par contre. Fait qu'on a intérêt à laisser grossir un peu plus les arbres pour aller chercher plus de bois d'œuvre. Ces notions-là, il faut les avoir en tête parce que ça va avoir des implications par la suite là, dans les résultats. Puis, il y a un gros facteur important quand on classe nos arbres pour la qualité, c'est beaucoup la classe de diamètre. Fait que, ça, c'est une image qui est tirée des systèmes de classement de la qualité des arbres sur pied. Là, pour la bille de pied, on regarde les faces qui sont claires de défaut, qui n'ont pas trop de. Bon, on évalue que la section, si elle n'a pas trop de caries, mais le diamètre, ça devient. C'est quand même un critère important, on va le revoir plus tard, mais pour certaines classes de qualité, ça prend un arbre qui est quand même assez gros, sinon on ne l'a pas. Puis, les choix qu'on fait dans ces coupes partielles-là, ils ont évolué avec le temps. Puis, ce que je présente, c'est surtout pour la forêt publique, mais je pense que les grandes tendances ont influencé aussi la forêt privée. Vous allez sûrement vous reconnaître. Jusqu'en 1993, on a beaucoup de coupes à diamètre limite. Mais tu sais, on appelait ça des coupes à diamètre limite, mais on ne prenait pas juste un diamètre, on prenait le diamètre de certaines essences, de certaines qualités. C'est pour ça qu'on parlait d'écrémage. À partir de 1986,
Mais là, on s'est mis à introduire des coupes de jardinage de plus en plus, avec une notion d'assainissement qui était de plus en plus importante. Puis, qui amenait une récolte de bois de trituration quand même importante aussi. Là. Mais il y avait des marchés pour ça à ces époques-là, dans toutes les régions du Québec, des assez bons marchés, fait que ça allait assez bien pour ça. Puis, on travaillait avec l'hypothèse d'amélioration, c'est qu'en enlevant les arbres, les gros arbres défectueux, qui avaient plus de caries, puis qui avaient plus de problèmes, on allait réhabiliter le potentiel qui avait été atténué à la suite de l'écrémage. De 2005 à 2013, il y a eu des demandes, surtout en forêt publique, pour faire des traitements pour remplacer la coupe de jardinage, la CJ. En réaction à, là, on demandait un assainissement plus intense et on a introduit le système de classement des arbres sur pied qu'on appelle MSCR. Il y avait une baisse de la demande pour les produits, pour la pâte surtout. Il y avait un appauvrissement des marchés, des massifs disponibles, là, des grands secteurs, des beaux grands secteurs qui avaient beaucoup de bois franc disponible. Là, il y en avait de moins en moins, ils commençaient à être éparpillés de bois. Puis, quand même une baisse des prix sur les marchés, puis surtout une baisse, on s'entend, en dollars canadiens, parce qu'il y avait vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais dans ces années-là, le dollar canadien, à un moment donné, était à parité avec le dollar américain. Puis, vu qu'on fait beaucoup d'exportations pour le bois d'œuvre, puis les meubles, à ce moment-là, le prix en dollars canadiens était moins intéressant. Il y a eu une évolution aussi des connaissances dans cette période-là. On a commencé à documenter de plus en plus de résultats de suivi à moyen terme après les coupes de jardinage. Puis on s'est mis à se poser la question, est-ce qu'on fait ces traitements-là pour produire, récolter de la surface extérieure des arbres, hein, le diamètre puis la surface que ça représente au niveau du sol, ou plutôt pour la valeur des arbres? Il y avait Jean-Martin Lucie au Service canadien des forêts qui avait travaillé avec son outil Biolé, qui avait commencé à amener des concepts là-dessus. Puis j'ai retravaillé un peu là-dessus là, en 2013-2014 avec la notion de diamètre de maturité financière, ce qu'on appelle des DMF. Puis on a commencé à publier aussi des résultats après 10-20 ans, des rendements en surface extérieure qui, d'entre les dispositifs expérimentaux qu'on a à la direction de la recherche forestière, qui ont été faits avec les martelages faits par les chercheurs et leur équipe de techniciens, puis versus les suivis qu'on appelle des effets réels. Fait que ça, c'est vraiment ce qui était la mise en œuvre opérationnelle des coupes de jardinage faites par Donat Contra, puis faites par les industriels forestiers. Puis qu'au début, dans le premier 0,5 ans, on avait des grosses différences. Puis plus les années se sont mis à passer, en approchant du 10 à 20 ans, les rendements, les deux commencent à se ressembler. Fait que, ça change aussi la perspective là, qu'on avait par rapport à ces deux traitements-là. Et dans l'évolution des connaissances, il y a aussi la notion on a pris conscience qu'il y avait des risques importants de perdre la valeur chez nos arbres. C'est le graphique que vous voyez là, l'axe vertical, c'est la probabilité de perdre en valeur. L'axe horizontal, c'est le temps en année. Fait que ça s'applique à l'érable à sucre, mais je vais présenter le graphique bleu, bleu, jaune, ça serait le même graphique. Là. Si on prend un arbre qui a un diamètre de 40 cm, qui est vigoureux, il est sain, un bel érable à sucre ou un beau bouleau jaune qui est sain, on le laisse croître en forêt pendant 10, 20 ou 30 ans. Bon, on voit que le risque de perdre la valeur augmente. Il y a un risque de mortalité qui augmente, qui va tourner autour de peut-être 10 à 15 là, selon le temps qu'on va le laisser aller. C'est la ligne pointillée en brun. Là. Mais il y a un risque de dégradation qui est important. C'est que l'arbre, il peut avoir un beau potentiel de bois d'œuvre, puis il se développe de la carie, il y a une fente qui apparaît, puis à ce moment-là, il perd de la qualité. C'est pas négligeable. Si on attend 30 ans avant de revenir dans un même secteur, on a environ 50 de nos arbres qui vont perdre de la valeur. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'on retarde trop la récolte des beaux arbres finalement? Puis ça, c'est là que je vais vous parler un peu des résultats que j'ai publiés. C'est la notion d'un diamètre de maturité financière qu'on appelle. Une maturité financière, essentiellement, c'est de venir dire, c'est là que l'arbre nous a donné le meilleur de sa valeur financière. On a travaillé beaucoup pour le bois d'œuvre. Faire un petit historique avant d'où ça vient, tout ça. Ça fait longtemps, là, des années 50, début 60, là, aux États-Unis. Ils avaient commencé à faire ces calculs-là bien avant nous. Là. Puis, les autres, ils calculaient surtout un taux annuel de rendement financier qui pouvait offrir des arbres de différents diamètres sur une période de 10 ans. Fait que je vais vous donner un exemple. Là. On a notre arbre au temps zéro. Hein, il y a une certaine valeur. On le laisse croître sur 10 ans. Puis il y a un potentiel de gain de qualité. Dans certains cas, comme je vous disais, quand les arbres atteignent un certain diamètre, ils peuvent accéder à une meilleure classe de qualité. Fait que là, si c'était le cas, ils le considéraient. Puis ils disaient, là, il vaut plus au temps 10 ans plus tard. Puis ils ne considéraient pas le risque que l'arbre fait mourir ou se dégrader. Pour eux autres, les arbres allaient survivre et se développer et s'améliorer. Il ne fait que s'améliorer.
Puis, les taux de rendement qu'ils calculaient, c'était 2, 4 ou 6 puis ils disaient, bon, en fonction de ça c'est un exemple que je vous ai mis, là, c'est pour les rabats sucres, mais c'est pas bien important d'aller dans les détails, là, mais ils disaient, mettons, pour une catégorie 1, ben, ça serait, si tu veux 2 de rendement, ben, tu récoltes à 27 pouces, ce qui est à peu près 70 cm de diamètre. Puis là, ben, si tu veux si tu acceptes, si tu veux un rendement plus élevé, mettons, tu veux 6 de rendement, c'est ton placement, c'est ton arbre, ben là, à ce moment-là, c'est 16 pouces, qui est 40 cm. On voit là, que le taux de rendement qu'on cherche, là, il y a quand même un gros effet là-dessus. Là. Puis, pour comparer, nous autres, sur notre terre publique, on regarde beaucoup avec le Bureau de mise en marché des bourgs quand ils font des analyses financières économiques. Ben là, pour évaluer des scénarios, ils utilisent un taux d'actualisation de 3,5 par année pour les 30 prochaines années. C'est une étude canadienne qui avait proposé que des projets publics, c'est peut-être le genre de taux qu'un organisme public devrait viser. Là. Fait que ça veut dire qu'un revenu de 100 $ aujourd'hui, hein, l'actualisation, ça veut dire que ça a la même valeur qu'un autre revenu de 103,50 l'an prochain. Hein. 100 plus 3,5 ça fait 103,50. Fait que ça veut aussi dire qu'il faudrait que nos arbres s'accroissent en valeur d'au moins 3,5 par année en moyenne. Vous allez voir tantôt que ça met la barre assez haute là, pour nos arbres. Je ne vous dis pas qu'on applique ça, c'est pas appliqué au pied de la lettre, inquiétez-vous pas, là, mais ça donne une référence pour un peu réfléchir à la situation. En 2014-2016, j'avais publié des notes d'un document, j'ai participé à un travaux d'un comité, puis j'avais publié ensuite une note de recherche plus détaillée sur les calculs de diamètre à maturité financière pour les rabats sucres et le bouleau jaune. Je tenais compte de l'accroissement en diamètre, de la mortalité, puis du changement de classe de vigueur des arbres. Fait que un vigueur 1, c'est un arbre qui est sain, qui a un beau potentiel de bois d'œuvre. Un vigueur 4, c'est un arbre qui n'a pas de potentiel de bois d'œuvre et qui a des défauts majeurs, là, qui est à fort risque de mortalité. Puis, avec les données qu'on avait dans les dispositifs de la direction de la recherche forestière, au ministère des Ressources naturelles et de la faune, pour les rabats sucres et le bouleau jaune. À ce moment-là, j'avais fait un modèle de perte par mortalité. Vous voyez que c'est la ligne noire qui augmente avec le diamètre, puis un modèle d'accroissement en valeur sur une période là, de 20 ans à ce moment-là. Puis là, quand les deux se croisent, ben, les pertes égalent les revenus, fait qu'il n'y a plus de gain. C'était ça notre diamètre à maturité financière, c'est le croisement de ces deux courbes-là. Ça donnait autour de, c'est vraiment mi-quarantaine, hein, entre 40 et 50 cm, 43-47, c'est des estimés, là, c'est l'ordre de grandeur. Puis à ce moment-là, ça voulait dire aussi qu'on choisissait un rendement de 0 On acceptait ça pour aider à accepter le concept pendant les diamètres à maturité financière les plus élevés possibles. Puis aussi, il faut se placer dans le contexte qu'on vise un aménagement écosystémique, puis dans les attributs qu'on va avoir en forêt, c'est de maintenir quand même une certaine quantité de gros bois. En prenant des diamètres à maturité financière les plus élevés possibles, ben, on aide à maintenir plus de gros bois en forêt pour d'autres attributs écologiques, entre autres. J'ai fait des nouvelles analyses récemment, je vais vous présenter la méthode. Si vous voulez plus de détails sur les écrits de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous l'avez dans le rapport, vous voyez à l'écran chantier sur les forêts feuillées mixtes, vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous allez le trouver. Il est disponible, il est public. Il va y avoir une version plus détaillée sous forme d'un mémoire de recherche forestière qui est prêt, là, il est sous presse, ils sont rendus à faire la mise en page, là, puis à préparer ça pour le publier, qui sera disponible à tous éventuellement. En résumé, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris 15 essences du sud du Québec. Pas juste l'érable à sucre et bouleau jaune, j'en ai pris 15. J'ai pris des végétations potentielles les plus propices aux coupes partielles. Fait que je ne suis pas dans les pessières ou les sapinières. Là. On est vraiment dans les domaines, dans les peuplements qui ont un potentiel pour l'érable à sucre, le bouleau jaune, aussi l'épinette rouge, l'érable rouge, un peu tout ça. J'ai pris les réseaux d'expérimentation des coupes de jardinage avec les placettes témoins. Les études que Zoran Mason avait installées à la direction de la recherche forestière, qui sont poursuivies par mon collègue Steve Bédard. Il y a le réseau des effets réels des coupes de jardinage 1995-99 qui avait été établi dans un secteur opéré par les bénéficiaires de contrats d'approvisionnement à l'époque. Puis les placettes permanentes de la direction des inventaires forestiers. C'est tout ce que j'ai rassemblé pour avoir le plus de données possible. J'ai pris les données depuis 2003 pour avoir le système de classement MSCR et la classe de qualité sur pied A, B, C, D. C'est un système de classe pour vraiment la qualité de la bille de pied. Un peu le petit dessin que je vous montre au début avec un tronc et une bille qu'on découpe. Là. Vous voyez un peu la répartition de l'échantillonnage de ces différents réseaux. Là. C'est dommage, au moment de faire ça, il était rendu à aller faire l'année suivante l'échantillonnage en Mauricie et plus vers le centre du Québec, là, puis l'Estrie.
mais il y a quand même des données là, dans les régions adjacentes. Là. Puis on va voir les grandes tendances. Là. Je ne pense pas que ça aura de gros impacts. La façon que j'ai modélisé, j'ai fait un modèle statistique qui représente comment le changement de valeur en bois d'œuvre, je l'ai converti en pourcentage par la suite, il se comporte sur 11 ans. 11 ans parce que c'était la période moyenne d'observation que j'avais des données, puis selon le diamètre initial de l'arbre. Fait qu'on va le voir, je vais vous présenter les résultats dans ce format-là. Puis, mais souvent, peut-être moins en forêt privée, mais en forêt publique, on a des rotations de 20 ou 30 ans dans les coupes de jardinage. C'est-à-dire qu'on va faire une coupe, on va attendre 20 à 30 ans avant de revenir pour avoir un volume assez opérationnel dans ce contexte-là. Puis, dans la note de recherche forestière que j'ai faite en 2016, on voyait qu'il y a une différence entre 20 ans et 10 ans. Il y avait un 2 cm d'écart. Donc là, on pose l'hypothèse qu'il y a 2 cm par décennie que ça change. Fait que si j'ai un diamètre de maturité financière de 50 cm sur mes données de 10-11 ans, ben on va dire qu'après, sur 20 ans, ça serait 48, puis sur 30 ans, ça serait 46. On baisse de 2 cm. C'est une hypothèse, on pourra la revalider dans les prochaines années quand on aura des données à plus long terme. Pour l'instant, on travaille avec ça. Puis, dans l'analyse, je ne me suis pas juste contenté de vous présenter les diamètres de maturité financière de chacun, parce que ça, c'est basé sur des données du passé. La question, on se pose, est-ce que le passé est garant de l'avenir? Est-ce que ces modèles-là, qui sont étalonnés des données de 2013 à, on va dire, 2020 environ, 2019-2020, est-ce que c'est garant de ce qui s'en vient? Puis, pour ça, j'ai fait une analyse de la vulnérabilité de chacune des essences. Je vais vous présenter les résultats avec les diamètres de maturité financière tantôt. Puis le premier aspect que j'ai regardé, c'est les effets anticipés des changements climatiques. Donc là, on a pris le scénario RCP 8,5. C'est un scénario, là, c'est un scénario un peu pessimiste, mais c'est un peu, si on ne change pas nos habitudes de vie et qu'on continue à consommer du pétrole comme on fonctionne là, c'est vers là qu'on s'en va. Puis, j'ai mis des petits soleils, hein, des petits soleils rouges, jaunes, verts, comme les feux de circulation, pour dire, ben, si le réchauffement climatique doit avoir un effet négatif sur cette essence-là, un effet neutre ou un effet positif. Puis, fait que je me suis basé sur des analyses qui avaient été faites par ma collègue, entre autres Catherine Perrier, la direction de la recherche sur l'habitat des essences. J'ai comparé avec un index d'abondance et de dominance là, qui a été publié, puis une autre étude qui avait été publiée sur la résistance potentielle à la sécheresse. J'ai intégré tout ça pour faire une synthèse pour vous présenter, que ce soit assez simple. Puis j'ai regardé aussi la vulnérabilité face aux ravageurs exotiques. Nos essences sont pas mal adaptées à une série de ravageurs naturels qui sont là. Mais, comme vous le savez sans doute, là, il y en arrive régulièrement. On n'a qu'à penser à l'exemple de la grille du frein, c'est un bon exemple. Puis pour vous donner une idée, c'est juste pour sensibiliser à ça, ça fait longtemps qu'elle rentre. Il en arrive régulièrement depuis longtemps. Ça, c'est une étude qui avait été publiée en 2010, qui a été faite aux États-Unis. Bon, je comprends qu'on partage beaucoup des mêmes problèmes et des mêmes essences que les Américains. Vous avez à l'axe vertical le nombre cumulatif de ravageurs détectés, puis les années dans le bas. Puis on voit que les insectes ravageurs des arbres, ce qui est la ligne bleue, là, ça augmente d'environ, ça en ajoute environ 2,5 par année aux États-Unis. C'est énorme, hein? On ne les a pas tous au Québec, on s'entend, là, certains sont sur la côte ouest, d'autres sont dans le sud, il y en a même à Hawaï ou en Alaska. Mais quand même, là, ça donne une idée. Puis des insectes, des maladies qui sont considérées grands impacts, qui causent beaucoup de mortalité, des grosses pertes de croissance, des gros problèmes de régénération, bien, c'est 0,4 par année. Fait que c'est régulier, là. Ça veut dire qu'aux 3 ans, il y en rentre au moins un. C'est non négligeable comme impact. J'ai pris ça, puis j'ai fait une cote de couleur, un peu le même principe là, comme les feux de circulation, mais là, je l'ai mis en 5 niveaux là, parce qu'il fallait que je nuance un petit peu plus là, le gradient. Là. Je suis allé chercher des informations des autorités gouvernementales, comme l'Agence canadienne d'inspection des aliments, puis au niveau du ministère, la direction de la protection des forêts. Puis des publications scientifiques aussi, je suis allé chercher, puis attribuer un niveau de vulnérabilité à chaque essence par rapport aux ravageurs exotiques. Puis par exemple, ben, les freins ont une vulnérabilité forte, hein, un triangle rouge, à cause de la grille du frein, parce que c'est pas théorique, là, on est dedans, on en a au Québec, c'est dessus des arbres, puis on n'a pas de contrôle. C'est vraiment le pire scénario. Là. Ça me donne un exemple. Quand je mets un triangle rouge, c'est ça. Tandis que ferme, un triangle vert, ben, c'est que je n'ai rien trouvé qui menaçait vraiment l'essence. Il y a des essences que je n'ai pas mis dans toute mon analyse de diamètre à maturité financière parce que justement, il y avait des problèmes. Là. Je vous ai parlé des freins à cause de la grille. Le hêtre à grande feuille, hein, il était affecté par la maladie corticale du hêtre. Vous en avez certainement entendu parler dans vos régions.
Il y a une maladie qui est en Ohio puis dans le sud de l'Ontario, autour du lac Erie, qui s'en vient, la maladie du feuillage du hêtre qui cause la mortalité, est en train de se répandre dans le sud des États-Unis, dans le nord des États-Unis, puis elle doit être proche de la frontière avec le Québec. D'ici 1 an ou 2, on devrait commencer à en voir. Il y a le charançon du hêtre, qui est un insecte qui est dans les maritimes. En Nouvelle-Écosse, palais du Précédoire. Il y a le noyer cendré, il y a le chancre du noyer cendré, c'est une espèce menacée d'extinction. Il y a le noyer noir, qui est la maladie des mille chancres, qui est le fulgure tacheté. Vous avez peut-être déjà entendu parler un peu. C'est un insecte comme un papillon qui a été découvert en Pennsylvanie et qui se répand. Il cause beaucoup de dommages au niveau des vignes. Puis il peut s'attaquer à beaucoup d'espèces d'arbres, mais pour l'instant, le noyer noir semble particulièrement sensible. Bon, l'orme d'Amérique, vous connaissez la maladie hollandaise de l'orme, ça fait longtemps qu'on vit avec. Et je n'en ai pas fait pour le pain rouge parce que je n'avais pas de modèle disponible pour les produits. Je n'avais rien pour évaluer la valeur des poteaux et comment ils changeaient de valeur dans le temps. Puis les poteaux, c'est quand même important dans le cas du pain rouge. On va regarder ça, les résultats, où est-ce qu'on en est avec le diamètre idéal pour récolter nos arbres. Je commence avec des rabats à sucre, sains, priorité C ou F. Les priorités C ou F dans notre système de classification MSCI, c'est vraiment des arbres sains qui n'ont pas de défaut majeur. Les résultats que je présente, c'est pour la vallée du Saint-Laurent et les Appalaches. Évidemment, je ne suis pas dans un contexte ici de production acéricole. Pensez plus à un érable à sucre qui est qui est en zone blanche, puis qui est dans un territoire qui est aménagé pour la production de bois et non pas dans une perspective de sirop d'érable. Ça ne s'applique pas là. On voit le taux annuel de changement de valeur sur 11 ans. C'est la ligne rouge. Les pointillés noirs de chaque côté, c'est les intervalles de confiance. Ce que vous voyez au-dessus du graphique, les nombres là, comme 180, 88, c'est le nombre d'observations dans certaines classes de diamètre. C'est juste pour vous donner une idée, un aperçu du nombre d'arbres qui se cachent derrière ça. Vous ne voyez pas tous les nombres, toutes les classes de diamètre, il n'y aura pas de place. Dans le bas, c'est le diamètre de l'arbre. Un arbre qui, au départ, a 24 cm de DHP, qu'on laisse croître pendant 11 ans, va nous donner un rendement d'un petit peu moins de 4 peut-être 3,5, 3,7 par année. C'est comme si on plaçait notre argent à environ 3,5 par année. On voit que le sommet est plus proche de 30, 32 cm. Puis ça décline tranquillement pas vite. Puis après ça, là, on vient en bas de 1 dans les gros diamètres. Puis pour votre région, vous voyez, ça arrête jusqu'à 56 cm, là, ma courbe. Là, je n'ai pas franchi le pointillé jaune qui est le 0. Je n'ai pas de diamètre à maturité financière au niveau de rendement négatif. Parce que je n'ai pas assez d'observation dans le bout. Il faudrait prolonger la courbe plus loin. Il y a encore un petit peu de rendement, un peu de croissance. Il n'y a pas trop de mortalité, pas trop de dégradation des tiges dans ce territoire-là. J'arrête la présentation des résultats quand il y a moins de 30 arbres ayant un diamètre supérieur à la fin d'une courbe. Ça veut dire que j'ai arrêté à 56, c'est parce que j'ai minimum 30 arbres de 56 cm et plus dans la base de données. À un moment donné, le bout de la courbe, là, il reste 2, 3, 4, 5 arbres, puis ça, ça devient très sensible. Puis je peux vous présenter une courbe, puis 10 ans plus tard, quelqu'un vous présenter une courbe complètement différente parce qu'il a trouvé d'autres données, puis que la forme de la courbe changerait. À partir d'une trentaine d'observations, on considère que ça va être un peu plus stable. Ça veut dire que mon diamètre de maturité financière sur 11 ans, il est peut-être d'environ 60 cm pour ces érables-là. Si je fais des coupes partielles et des rotations d'environ 30 ans, on pense qu'on aurait peut-être autour de 56 cm comme diamètre de maturité financière. C'est quand même pas mal plus haut. Pour votre région, c'est pas mal plus haut que ce que j'avais dans mon étude précédente de 2014 et 2016, où j'étais plus proche de peut-être 47, 48 cm, quelque chose comme ça. Là, on a un nouveau jeu de données, une nouvelle période de données, plus d'arbres, puis c'est ce que ça donne. Là, je pense que ça va être un peu plus stable. Là. Je suis allé chercher pas mal plus de données. Puis si on compare avec le taux d'actualisation du bureau de mise en marché des bois, comme je vous disais, là, à 3,5 vous voyez quels arbres sont les plus intéressants à faire croître. C'est vraiment des arbres jusqu'à quoi? 36, 38 cm à peu près et moins. C'est eux autres qui donnent les meilleurs rendements. Après ça, là, on a encore un rendement positif, mais on est vraiment à la baisse. Là. En termes de vulnérabilité, j'ai mis un petit soleil jaune, puis ça veut dire qu'on ne s'attend pas à ce que les rabats à sucre soient trop affectés par les changements climatiques. Là. On ne veut pas dire qu'il n'y aura pas localement des changements, mais globalement, si on prend le Québec, on ne craint pas trop le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle là, pour les rabats à sucre. J'ai un triangle orange
Parce que, bon, on a une maladie qui s'appelle la coloration filiforme de l'aubier qu'on surveille, là, qui est rendue dans l'État de New York, qui a monté tranquillement. C'est un champignon de coloration qui est mortel pour les arbres affectés, mais il se propage surtout aux blessures portées aux pieds et aux racines. Si on fait attention dans nos interventions pour ne pas trop blesser les pieds de nos arbres, on ne devrait pas trop avoir de problème avec cette maladie-là. Ça peut être gérable, autrement dit. Les rabat sucre, bien, ça, vous savez certainement, là, vous avez certainement déjà entendu parler, le longicorne étoilé qu'on surveille, ou longicorne asiatique, là, que certains appellent, il est quand même présent en Amérique du Nord depuis 1996. Il y a au moins 16 lieux qui ont été détectés en Amérique du Nord. C'est un insecte qui vient percer l'écorce. Il s'attaque à plusieurs essences, mais il y a vraiment un faible pour les érables. Puis, je l'ai classé risque faible à modéré parce qu'il a tendance à rester sur le même arbre. C'est un insecte que si on est attentif, dès qu'on le trouve, on intervient rapidement, on peut l'éradiquer localement puis réussir à contrôler l'infestation. C'est ce qui est arrivé à 12 des 16 lieux où ça a été détecté en Amérique du Nord, mais il y a 4 endroits où c'est difficile. Puis, dans un de ces endroits-là, que les gens, initialement, ils ne voulaient pas, ils étaient craintifs de couper des arbres. Les gens ont résisté à abattre des arbres, puis ils ont de la misère à reprendre le contrôle par la suite. Fait qu'il faut vraiment, on est vraiment dans un jeu de détection et éradication. Si vous pensez avoir vu cet insecte-là, c'est dommage, bien, contactez l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou la Direction de la protection des forêts pour qu'ils viennent évaluer la situation puis intervenir au besoin. C'est important. Les rabats sucre, je vous ai parlé tantôt pour des arbres qui étaient sains. Maintenant, pour des arbres qui sont défectueux, on a un arbre, là, quand on classe dans notre système MSR, un M. Un M, là, souvent, c'est un arbre qui a une pourriture assez avancée. Je vous l'ai résumé comme ça, là. On a différents codes, puis c'est compliqué, mais pour faire simple, on va dire que c'est ça. Des priorités S, c'est des fois, il y a un petit peu de pourriture qui est moins avancée, ou sinon, souvent, c'est des fentes qui sont quand même assez sévères, mais il y a des bonnes fentes sur le tronc. Puis, fait que là, vous voyez, ces deux classes-là, c'est des arbres qui sont moins d'avenir, mais qu'on va aller voir, c'est quoi leur taux annuel de changement de valeur sur 11 ans quand même. On voit que pour les M, à 24 cm, j'ai quand même un taux légèrement positif. C'est très faible, on s'entend. On voit que c'est des arbres, oui, qui meurent beaucoup, qui se dégradent. Il y a des pertes par la suite. Mais c'est quand même intéressant de voir que quand le diamètre est petit, il peut avoir un taux positif. La raison est fort simple, c'est que ces petits arbres-là, vu qu'ils sont petits, même si on a de la carie qui peut se propager ou qui sont en train de se dégrader et qui risquent de mourir, on ne risque pas grand-chose, de perdre beaucoup de valeur. Par contre, si on les laisse croître un peu plus gros, on a des chances qu'ils atteignent un diamètre intéressant pour nous donner une bille de bois d'œuvre. On va le voir tantôt dans une autre diapositive plus en détail, mais c'est ça un peu qui génère cet effet-là. Au niveau des S, fait que là, c'est des arbres qui sont un peu entre les deux, mais là, on voit que les autres, ils ont des défauts un peu plus quand même des défauts graves, mais moins graves que pour les M. Puis là, à ce moment-là, il reste moins de mourir, de se dégrader. Puis là, à ce moment-là, on voit qu'on tombe à 42 cm environ, qu'on croise la ligne de zéro. Fait que sur 42 cm et plus, on s'attend de perdre la valeur. En bas de 42, ben, il peut y avoir encore des petits... Ce n'est pas des gros rendements, là. On est loin du 3,5 % dont je vous parlais tantôt, mais ce n'est pas négatif. Puis là, je ne vous présenterai pas ces résultats-là pour les M et les S pour le boulot jaune parce que ça ressemble à ces graphiques-là. C'est vraiment très semblable. Fait que si vous retenez ce message-là, je pense que ça va être vous allez avoir compris l'essentiel pour ces deux essences-là. Fait que on retient quand même qu'il est parfois intéressant de laisser croître quelques années de plus un petit arbre défectueux. On peut prendre le risque de le laisser se développer une meilleure bille de bois d'œuvre. Puis dans le système des classements des billes, là, nous autres, on utilise un système qui est F1, F2, F3, là, mais il y a d'autres systèmes pour des usines en forêt privée qui utilisent un nombre de faces claires, mais c'est tout le temps le même principe. Plus ta bille est grosse, qu'elle est longue, qu'elle a moins de défauts dessus, plus elle peut valoir cher. Hein? Fait que là, la classe F1, c'est la classe qui peut valoir le plus cher. La F2, c'est une classe intermédiaire. Puis la F3, c'est une classe de palette. Essentiellement, c'est le minimum pour dire qu'on fait du sciage. En bas de ça, on fait de la pâte avec la bille. Puis, ce qui est important de voir, c'est que dans la classe F2, qui commence à donner quand même une valeur intéressante là, à faire du sciage pour faire des meubles, puis des armoires, ben, il faut généralement un arbre d'un diamètre de au moins 34 cm pour que la bille ait 32 cm au fin bout sous écorce. Parce que ces 32-là, vous voyez, là, 32 cm diamètre minimal pour une classe F2 pour une bille, c'est un diamètre au fin bout de la bille sous écorce. Fait qu'imaginez, là, pour réussir à avoir au DHP à 1,30 m de hauteur, tronc, au moins 30, que ça fasse une bille qui va donner 32 à la fin, au bout, fin bout sous écorce, ça prend au moins un diamètre de 34. Puis c'est parce qu'à ces diamètres-là, de billes, on est capable d'aller chercher des planches dans l'aubier, des planches qui vont aller chercher ce qu'on appelle du select, là, hein, catégorie choix,
une largeur minimale en pouces, là, du 4 pouces ou du 3 pouces là, de ces largeurs-là. Pour faire des planches de 10 cm de largeur dans l'aubier, il faut avoir un arbre, un feuillu au moins de 34 cm. Le défi, c'est de les amener là, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes modèles, la courbe, c'est là qu'on tombe les meilleurs taux de rendement. Là. On a un arbre d'un diamètre de 26, 28, 30, là, 32, là, il va devenir 34, 36 pendant la période de croissance. Là, c'est les arbres les plus payants à laisser croître. Le sommet est souvent autour de tout. Je pense que je l'ai déjà dit pas mal. Là, hein, surtout si le défaut, dans ce cas-ci, le dessin que je vais montrer, si le défaut majeur est plus au pied, ben, la carie, ça a tendance à descendre dans l'arbre beaucoup plus qu'à monter. Fait qu'à ce moment-là, si on laisse grossir un peu notre arbre, il y en a que certains qu'on va perdre qui vont casser avant, mais là, on n'en perdra pas trop. Puis les autres qu'on va laisser croître, il y en a qui vont devenir assez gros pour nous donner une bille de bois d'œuvre au-dessus. Puis c'est là qu'on va avoir un gain de valeur. C'est ça la logique qui est derrière ça. Ensuite, je passe au boulot jaune. Pour encore, là, je reviens aux arbres 5 priorité CR. Là, à ce moment-là, on voit que je finis ma courbe là, à 46 cm dans votre région. Je n'avais pas assez d'arbres de 48 cm et plus. Là, mais on voit bien qu'on arrivait pas mal à franchir le seuil du zéro. Là. Mon diamètre de maturité financière à 11 ans, on dit qu'il est plus grand que 46, puis là, 30 ans est plus grand que 42, mais il est pas mal à ces seuils-là, là, on pense, là, mais on manque un peu d'observation. Au niveau de la vulnérabilité du boulot jaune, ben là, j'ai mis un petit soleil rouge. Ce boulot jaune, on s'attend à ce qu'il est chaud. C'est une essence qui a besoin de beaucoup d'eau. Tant qu'on la garde dans des endroits assez bas, assez frais, qui a un bon drainage, c'est correct, mais si un drainage, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui descend, là, la montagne, hein, un drainage oblique idéalement. Mais si on est proche des sommets, tout ça, là, le boulot jaune va avoir de la misère des prochaines années, on s'attend à ça. Je n'ai pas trop de menaces au niveau des ravageurs exotiques. Là. Je vous ai mis un triangle jaune, là, ça va. Ensuite, les autres essences, je vous les passe moins en détail parce qu'on a moins de données, qu'on ne peut pas aller autant en détail. C'est vraiment une courbe par essence, toute qualité confondue. Puis c'est une moyenne provinciale. Tantôt, Rabattu Boulot Jaune, je vous présentais des résultats propres au sud du Québec. Là. Fait que vraiment, tout ce qui part de la frontière du sud du Saint-Laurent, la frontière de l'Ontario, jusqu'à. Là, j'allais jusqu'au Bas-Saint-Laurent à ce moment-là. Fait que le boulot à papier, on voit qu'on n'a pas des gros rendements en boulot à papier. C'est assez faible, c'est pour des petits diamètres. Mais il y a quand même un intérêt souvent à le laisser se rendre proche de 32-34 pour aller gagner de la valeur. Mais les diamètres à maturité financière sont assez faibles. Puis lui aussi, comme le boulot jaune, hein, c'est une essence qui. Les boulots, là, c'est des essences qui ont besoin de fraîcheur et d'humidité. Ils vont avoir chaud un peu dans les prochaines années. On s'attend à ça. Le cerisier tardif, là, je n'avais pas beaucoup de données pour le cerisier tardif. J'ai forcé à le faire pareil. Là, fait qu'on voit que il y a juste une petite plage de diamètre où j'ai des données. Là. Il donne quand même un bon rendement. Mais le défi avec le cerisier, c'est que pour les changements climatiques, ça va, il n'y a pas de problème. Puis les ravageurs exotiques aussi, mais c'est le noeud noir du cerisier. Hein. Il est déjà présent chez nous. Puis ça limite le potentiel du cerisier. On voit qu'ils sont très affectés. Puis dans la base de données, les diamètres des cerisiers tardifs un diamètre de 34 cm et plus qui est sain, là, je pense qu'il n'y en avait pas ou pratiquement pas dans la base de données. C'est très, très rare. Notre feuillu qui donne les meilleurs rendements, c'est le chêne rouge. Vous voyez les petits diamètres là, à 22, 24, 26, 30 cm de diamètre. C'est pas mal ça qui me donne les meilleurs rendements. Puis, je n'ai pas réussi à capter le bout qui tomberait dans le négatif. Là. Mais rendu là, c'est des rendements d'autour de 1%, là, passé 40 cm, mais c'est quand même intéressant. Puis le chêne rouge, ben, au niveau réchauffement climatique, le soleil, je l'ai mis vert, dans le sens que ça va bien. Là. Tout le monde prédit l'avenir est au chêne rouge. Le problème, c'est mon triangle orange avec une petite ligne rouge. C'est que le chêne rouge, on surveille beaucoup le flétrissement du chêne. C'est un champignon qui se propage par greffe racinaire puis par des insectes. Il y a des scolytes qui peuvent le transporter. Mais c'est surtout le plus dommageable quand il rentre à quelque part, c'est que s'il y en a un qui a des greffes racinaires avec un autre chêne rouge, ben là, la maladie va se propager d'un chêne à l'autre. C'est fulgurant, là, en un an, un chêne affecté meurt. L'ADN de cette maladie-là, de ce champignon-là, a été trouvé en 2019 sur des insectes en Ontario. C'est vraiment rendu proche de chez nous. On ne sait pas trop si le climat il peut jouer pour nous freiner un peu la propagation de la maladie chez nous. C'est à surveiller. On n'a pas assez d'informations. Mais c'est pour ça que je dis que souvent, oui, du chêne, c'est correct si vous voulez en introduire un peu, vous en mettre, mais je ne ferais pas des plantations de chêne rouge. Là. Pas dans le contexte qu'on voit venir le flétrissement du chêne. Là.
peut-être des chênes éparses dans une forêt vont pouvoir être protégés, puis ils vont être assez chanceux, il y en a beaucoup qui vont s'en échapper. Mais s'il y en a beaucoup un à côté de l'autre, ben, puis que la maladie rentre, ben, ça peut se propager par les racines d'un à l'autre. Et ça pourrait changer les perspectives de mes diamètres à maturité pour le chêne. Ce que je ne montre pas, il y a aussi une maladie qui s'appelle l'encre des chênes rouges. C'est sur la côte ouest américaine, vraiment comment qu'elles font. Puis ils surveillent ça de près là, pour être sûr que ça ne traverse pas les chaînes de montagne puis s'en venir dans l'est, là, parce que ça ferait des gros ravages. Là. Je n'en parlerai pas plus longtemps, mais je vous en dis un mot, vous allez en avoir entendu parler. Si jamais ça s'en vient. Le chêne rouge, on surveille aussi les spongieuses. On a déjà la spongieuse européenne qui est au Québec depuis 1959. On sait qu'elle est sensible au changement climatique. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus peut donner des bons épisodes de défoliation. On surveille aussi le complexe de la spongieuse volante, là. Spongieuse asiatique, spongieuse rose. C'est toutes des variantes de la même espèce là, qui ont muté là, au fil des migrations. C'est juste que les spongeuses asiatiques ils ont le défaut de voler. C'est des femelles, ils volent, tandis que la spongieuse européenne, ils ne volent pas. Ça fait un papillon, mais qui ne vole pas. Fait que ça ne se propage pas trop vite. Tandis que les spongeuses asiatiques peuvent se propager très rapidement. Puis c'est tous des insectes qui sont assez généralistes, qui peuvent manger un peu de n'importe quoi, mais ils ont une préférence pour les chênes. Je pense que c'était en 2021, là, moi je demeure à Québec, puis on a eu vraiment une petite épidémie cet été-là de défoliation. C'était vraiment des chênes, là, près de chez moi, du chêne rouge, chêne à gros fruits, on a vu des peupliers aussi, mais on n'a pas vu ça d'autres essences là, se faire défolier. C'est vraiment les essences favorites de la spongieuse. Je vais passer à l'érable rouge et au tilleul d'Amérique. Les rendements qu'on a. Donc, l'érable rouge, j'avais 2 secteurs. Là, le secteur sud, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait un S sous le graphique. Essentiellement, il y a quand même des bons rendements, des petits diamètres. Là. Puis, mais après ça s'effondre assez rapidement là, quand on s'approche de la fin trentaine, début quarantaine de centimètres. C'est pas mal là qu'on a notre diamètre à maturité financière pour l'érable rouge. Puis, les perspectives sont belles pour l'érable rouge. C'est pas une essence qui nous inquiète avec les changements climatiques. Les ravageurs, il y aurait le longicorne étoilé là, qui pourrait affecter, mais là, il est encore loin, puis on le garde sous contrôle. Il n'est pas affecté par c'est le nom en anglais, Sapstrate Disease. La maladie que je vous ai parlé tantôt dans les rabat sucre. Coloration filiforme de l'aubier. Et voilà. C'est mes revenus. Et ensuite, le tilleul d'Amérique, on voit qu'on a quand même des petits rendements pour le tilleul, là, puis c'est pas des gros rendements, mais quand même assez stable. Là. Puis aussi, c'est une essence là, les perspectives sont belles avec les changements climatiques, il n'y a pas trop de menaces au niveau des ravageurs exotiques. Là, ça va bien. Les peupliers à grandes dents infotrandes, on voit qu'on n'a quand même pas des rendements si élevés que ça. C'est des essences qui poussent vite, mais qui peuvent avoir des taux de mortalité élevés aussi, des taux de dégradation assez élevés, fait que ça limite. Puis aussi, c'est que dans mes modèles, je n'ai pas assez le bénéfice d'aller chercher, si on avait encore des bons marchés de déroulage de peupliers ou des meilleures qualités, mais là, à ce moment-là, en le laissant grossir, il pourrait gagner plus de valeur par mètre cube. Mais là, je n'ai pas assez ça dans mes modèles, fait que ça limite leur potentiel. Donc, le peuplier à grandes dents. Puis, les 2 peupliers ont le même défaut. Là. On en type pas mal qui sont sensibles au réchauffement climatique. Pas trop, par contre, de danger au niveau des ravageurs. C'est les spongeuses dont je vous parlais tantôt. Si les peupliers faux-trembles, des rendements un petit peu plus faibles, des diamètres un petit peu plus faibles à maturité. Proche de 30 cm pour 11 ans, 26 sur 30 ans. Puis là, c'est le problème avec les faux-trembles, c'est le champ hypoxylonien. Ça, c'est une maladie indigène là, qui est là naturellement. C'est ça qui limite un peu son potentiel. Puis, mes études ne concordaient pas toutes au niveau de l'effet du changement climatique. Certains disaient que ça ne changerait pas grand-chose, d'autres que ça serait négatif. Fait que je l'ai gardé, j'ai mis deux couleurs là, pour que vous compreniez la nuance. Les épinettes, je les regroupe ensemble, l'épinette blanche et l'épinette rouge. Vous avez quand même un bon rendement. Là. Après le pain blanc, c'est pas mal les épinettes qui donnent les meilleurs rendements dans les conifères, puis c'est parmi nos essences qui donnent les meilleurs rendements. Autour d'une vingtaine de centimètres qu'on va chercher notre maximum, puis le diamètre à maturité financière autour de 36 cm sur 11 ans ou 32 cm sur 30 ans. On voit des belles grosses épinettes de 40-50 cm en forêt, mais ce qu'on voit, c'est que c'est risqué de laisser croître. Là. Pour une belle qui vient de cette grosseur-là, il y en a combien qui sont tombés avant ou qui ont cassé avant de se rendre là, qui nous font perdre du bois d'œuvre. C'est ce qui te montre un peu le modèle.
Encore un peu comme les peupliers et les épinettes, là, le réchauffement climatique, c'est pas ce qui va nous aider. Il y a l'épinette rouge qui peut être un peu plus tolérante que l'épinette blanche au réchauffement. C'est une essence qui est plus tempérée, l'épinette rouge, que l'épinette blanche. C'est pour ça. Pas trop de problème avec les ravageurs. Là. Pain blanc qui peut donner des très bons rendements à des petits diamètres. Puis, comme, un peu comme le chêne rouge, puis comme les rabat-sucre dans votre région, je n'arrive pas à croiser le bout de ça. Là. À partir de quand ça devient négatif comme rendement? Il faut vous faire remarquer que j'avais des données pour des pains jusqu'à 62 cm de diamètre. Il y en avait même des plus gros, là, mais j'ai arrêté ma courbe là parce que c'est à partir de jusque-là, j'en avais au moins 30. Puis, pain blanc, un peu la même chose que les autres. Là. Il y a certaines études qui disent bah, ça peut être négatif, d'autres non, ça va être correct, les changements climatiques. Pas trop de problème avec les ravageurs. Le pain blanc, c'est vraiment au niveau de la régénération. Hein. Il est affecté par la rouille vésiculeuse du pain blanc. C'est plus ça qui est notre problème. Ou des fois, du chancre derrière un peu. Puis, mais c'est pas des ravageurs nouveaux et exotiques. Là. À part la rouille qui l'est déjà, mais qui est au niveau de la régénération. Ça ne menace pas les arbres qui sont déjà sur pied. Un pain blanc qui a aujourd'hui 30 cm de diamètre, ben, on ne s'attend pas à ce que la rouille vienne de tuer. Pruche du Canada, ça peut baumier. La pruche, comme vous pouvez voir un peu les rendements, quand même pas si pire. Puis avec des diamètres qui peuvent pousser assez haut. Ben, les bruches, on sait, ils peuvent devenir assez grosses. Là, puis avec une diamètre de maturité financière autour de 48 cm. C'est juste que le défi de la pruche, c'est les marchés. Hein, on n'a pas des bons marchés à ce niveau-là. La pruche est sensible au réchauffement climatique, puis des ravageurs exotiques qui s'en viennent, qui la menacent. On va revenir avec ça par la suite. Puis le sapin baumier, ben, il y a des très gros rendements quand il est à des très petits diamètres, là, à 10-12 cm. Là. Mais ça baisse très vite, hein, on se sait, là, quand un sapin est rendu à 18, 20, 22 cm, c'est pas rare qu'il y ait de la carie au pied. Puis, comme je dis souvent, il y a tant de cassés ou de. Puis il peut être menacé aussi les prochaines années par la tordeuse des bourgeons d'épinette. En plus, ben, le réchauffement climatique, c'est une essence boréale. Hein, fait que toutes les essences boréales, là, pas eux autres vont bénéficier d'un réchauffement du climat. Pour la pruche, ben, ce qu'on surveille, là, c'est le puceron lanigeaire de la pruche. C'est un insecte suceur des aiguilles qui est arrivé en Ontario, puis dans les États américains frontaliers du Québec. Puis je pense même qu'il y en a aussi en Nouvelle-Écosse récemment. Puis il cause la mort des arbres en moins de 4 à 15 ans. Là. C'est un insecte qui est assez sensible au froid, surtout pendant le mois de mars. Quand on a des grosses vagues de froid dans le mois de mars, là, pour vous dire, ça aide à repousser ce puceron. Puis, mais il y a des études qui sont en cours sur des prédateurs exotiques là, pour essayer de contrôler biologiquement l'insecte. On espère que les Américains vont réussir à régler ça avant que ça rentre chez nous. Puis pour terminer, le tuyau occidental. Vous voyez un peu les rendements. Ce n'est pas des rendements énormes, ce n'est pas une essence qui crée une grande croissance. Puis on est autour de 38 cm sur 11 ans, 34 cm, là, nos diamètres à maturité financière. Et une essence qui est sensible au réchauffement climatique, encore une fois, une essence assez boréale, mais qui n'a pas de ravageur. Pensez-y, le tuyau, là, ça ne ressemble à rien des autres conifères qui ont des aiguilles, ça ne ressemble à rien de nos feuillus. Il est comme dans cette catégorie seule, puis on n'a pas de ravageurs qui s'en viennent là, sur le radar. Et je fais une synthèse de tout ça. J'en ai passé un paquet. J'espère que vous n'avez pas décroché. La synthèse des diamètres idéaux pour laisser croître ou récolter nos arbres. J'ai mis ça dans un groupe d'essence. On prend les feuillus, des essences plus longévives, comme le bouleau jaune, le chêne rouge, les rabat-sucre, le tilleul. Hein? Puis après ça, les essences plus longévives, c'est plus comme les peupliers, le bouleau à papier. Puis après ça, dans le plus bas, j'ai mis les résineux. Fait que là, quelle plage de diamètre de DHP qui donne les meilleurs rendements? Ben, c'est des 26-32 cm. Fait que si vous voulez, si vous avez une forêt qui a beaucoup de 26 à 32 cm, vous pouvez vous attendre que dans les prochaines années, elle va vous produire de la valeur et elle va gagner beaucoup en valeur. C'est l'idéal, c'est ces arbres-là. Sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, c'est ces arbres-là qui vont payer le plus. Dans les résineux, ben là, c'est plus variable selon l'essence. Des fois, ça peut être 10 à 16 cm, comme dans le cas du sapin. Ou des fois, ça va être dans l'intervalle, l'optimum va être plus dans le 24 à 38 cm si on pense à. J'avais les épinettes. Puis le pain blanc auquel je pensais en particulier, va être plus là-dedans. La pruche. Pour des rendements négatifs ou qu'on se met à perdre la valeur, ben, dans les essences longévives, des feuillus longévifs, c'est un diamètre à partir de 45 ou 55 cm et plus selon les essences. Là. C'est dans les retourner voir dans la présentation avec les tableaux. Là. Puis, dans les essences moins longévives, comme les peupliers, les rames rouges, le bouleau à papier, ben, souvent, c'est autour d'environ 35 cm et plus. Là, 32, 34, 36, 38 dans ces diamètres-là. Là.
Les résineux, ben, on va perdre plus. Là. Ben, là, encore une fois, c'est assez variable, là, comme disait le sapin. Là. En haut de 24 sur 10 ans, là, c'est pas bon. Puis sinon, les pins blancs, on peut aller jusqu'à même plus de 62 cm. En discussion, pour terminer, j'approche de la fin. L'analyse financière à l'échelle d'un arbre, hein, c'est à cette échelle-là que je l'ai faite. Je ne l'ai pas faite à l'échelle du peuplement, la somme des arbres du peuplement. C'est juste un aspect de la prise de décision sylvicole parmi tant d'autres. Hein, vous avez d'autres objectifs quand vous pratiquez vos traitements. Puis généralement, je rappelle que la régénération, c'est généralement l'enjeu numéro 1. Là. Ça veut dire aussi que des fois, même si je vous ai présenté, je vais à tel diamètre, il atteint son diamètre à maturité financière, va perdre la valeur à le laisser croître, oui, mais des fois, localement, il faut le conserver pareil, notre arbre, parce que le temps qu'il s'ensemence, qui repartir la régénération. C'est important aussi de regarder ça globalement. C'est une information parmi tant d'autres, mais ce n'est pas la seule à prendre dans l'équation. Il faut aussi s'ajuster à son marché local. Hein. Ça, moi, j'ai des produits moyens pour la province avec un marché moyen provincial dans mes analyses. Des fois, localement, vous pouvez vous retrouver que certains produits ne sont pas en demande ou il faut se rendre à certains diamètres. Je prends un exemple de même. Je ne connais pas assez tous les marchés, mais disons, supposons le boulot à papier. J'avais un diamètre de maturité financière qui est assez faible, de mémoire autour de 26 cm, quelque chose comme ça. Mais peut-être que vous n'avez pas de marché pour couler du boulot à papier de 26 cm. Si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, des fois, ça va à peine. Je vais en perdre quelques-uns qui vont mourir, peut-être, qui vont se dégrader, mais je vais en laisser pousser jusqu'à 30, 32, parce que là, après ça, je vais être capable de faire une certaine dimension de bille, puis de le vendre. Puis à ce moment-là, ça va être plus intéressant. Il faut s'ajuster aussi. Il faut prendre ces grandes informations-là avec un peu de recul, puis s'ajuster à être logique là, dans notre marché. Puis on retient que nos meilleurs rendements, c'est les arbres qui ont une bonne croissance en diamètre, puis souvent ceux qui sont de plus petits diamètres, qui ont un revenu actuel potentiellement faible, ne veulent pas prendre trop cher présentement, mais qui ont des bonnes perspectives d'atteindre un meilleur grade de sciage ou de déroulage dans l'avenir. Ben ça, c'est un beau petit arbre droit qui est sain, qui pousse vite, puis je vais l'aider à lui donner son plein potentiel. C'est eux autres qui vont vous donner les meilleurs rendements. Une fois qu'il est beau, qu'il est gros, qu'il a donné son beau sillage, c'est plate, mais c'est là qu'il faut commencer à penser à faire de la place. J'écoutais cette semaine une présentation qui se donne en Europe pour un groupe de sylviculteurs. Puis il y en a un qui témoignait, il donnait l'exemple qu'il avait battu un beau gros chêne de meilleure qualité à un endroit. Puis il dit, ça nous faisait mal au cœur de faire ça. Puis je le comprends, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il dit, pourquoi on le fait? Il se tourne à côté, puis il dit, regardez, à côté, j'ai un chêne qui avait à peu près, je vous dirais, 22-24 cm de diamètre, qui était bien droit, qui était bien beau. Fait qu'il dit, on dégage lui. Puis en dessous, notre gros chêne, il avait déjà commencé à avoir de la régénération. Fait que, il faut qu'il parte ce gros-là pour laisser de la place aux autres petits, aux moyens, pour qu'ils puissent monter puis produire du bois. Il ne faut pas juste dire, ah, on a un beau gros, je le garde, je ne le couperai pas. Vous allez attendre qu'il pourrisse. Puis là, après ça, vous allez le regretter. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, en conclusion, il est financièrement plus productif de chercher à stimuler la croissance des petits arbres, mais il y a un bon potentiel de qualité, plutôt que de prolonger la croissance des gros arbres de belle qualité. Fait que, à la question générale qu'on posait, là, c'est quel diamètre il faut récolter nos arbres. Là, ben, j'espère que je vous ai aidé un peu là-dedans aujourd'hui. C'est certain que je vais présenter beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de choses. Je vous invite, si jamais vous voulez vous asseoir et réfléchir pour votre cas particulier. Il y avait le rapport chantier sur les forêts feuillées mixtes. Vous pouvez le télécharger, il y a des tableaux. Vous pouvez prendre juste les tableaux avec vos essences, puis trouver vos diamètres. Puis après ça, de vous installer puis de travailler. Vous pouvez aussi réécouter la présentation qui va être en ligne. Je tiens à vous remercier de votre attention. Puis je tiens à remercier aussi les nombreuses personnes qui ont contribué à l'établissement puis au suivi des 3 réseaux de placettes permanentes que j'utilise dans ce projet-là. Je veux dire, derrière tout ça, c'est fou le travail qu'il y a, le nombre de personnes, le nombre d'années de travail que tous les gens ont fait pour réussir à collecter les données qu'on vient synthétiser dans peu de temps comme ça. Là. Puis il y a beaucoup de professionnels qui m'ont aidé, qui ont donné des judicieux conseils en cours de projet. Je vous ai mis à la fin de la présentation les principales références que j'ai citées dans le document. Là. Fait que si jamais il y en a qui veulent aller plus en profondeur par la suite, qui retournent voir la présentation pour aller voir là, pour voir à quoi je fais référence. Là. Puis, je vous remercie là, puis je vais être rendu à prendre des questions. Merci.
Merci beaucoup, François. C'était vraiment, vraiment très intéressant. J'espère que ça va vous aider à prendre les bonnes décisions dans vos choix de traitement sylvicole. J'avais une question. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à la copie de ta présentation? Oui, oui. Le- Je t'enverrai un format PDF. Puis, Mais je l'ai déjà transformé en format déjà. PDF, fait Ah, que bon, si parfait. j'ai Parfait. l'autorisation, je vais Oui, oui, il n'y a pouvoir pas de problème. OK. Pas de problème. Euh, Oui, puis je pourrais effectivement, à la suggestion de notre cher président, M. Larochelle, de transférer le lien là, vers effectivement le document que tu OK. présentais tantôt. Oui, Là, et je sais qu'il est en ligne sur votre site web. Là, fait que, oui. effectivement, je vais vous partager tout ça. Je vois qu'on a une question de M. Beaurivage. Ouais. Je vous laisse la parole. J'aurais voulu savoir pourquoi, pourquoi ça être basé sur le diamètre ou avoir fait l'étude en fonction du diamètre plutôt que l'âge. C'est-tu plus fiable? C'est-tu plus représentatif? Je n'ai pas de données sur les âges de ces arbres-là. Là. J'avais quoi, 79 000 arbres dans la base de données, là, puis on n'a pas pris de bâtonnet d'accroissement là, de carottes pour aller dans le cœur pour voir quel âge ils ont. Puis quand les arbres sont pourris au cœur, ben, on était capable de retrouver l'âge. Hein. OK, non, Fait mais je que, parlais pour étudier c'est quoi l'âge de maturité financière. Là, c'est le diamètre de maturité financière, mais ouais, c'est-tu l'âge de maturité financière ou le diamètre qui est plus utile pour ben, savoir le connaître? diamètre, c'est parce que c'est facile. Hein? On l'observe tout de suite rapidement en forêt. Hein? Un âge, c'est plus dur à aller chercher au cœur. Quelqu'un qui travaillerait dans des plantations ou qui connaît bien son historique, puis qu'il y avait vraiment une perturbation d'origine, qui dit bon, mais ça s'est régénéré à tel moment, à telle année. Là, ça pourrait être intéressant d'avoir l'âge, mais moi, je n'avais pas de données comme ça. Puis, les gens qui utilisent ça comme au niveau du martelage, ils n'ont pas les données sur les âges. Fait que c'est vraiment sur les diamètres à ce moment-là. Mais c'est certain que on peut penser que ce serait mieux, là. Mais c'est ça. On fait avec les données qu'on a, puis avec ce qu'on peut faire. Hein. OK, c'est bon, merci. De rien. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y a des choses dans le chat. Moi, je ne le vois pas pour le moment. Là. Pas pour l'instant, je OK, vois c'est pas bon. de. Oh! Est-ce que M. Beaurivage, c'était la même main levée de tantôt? C'était une nouvelle question. C'est bon, merci. Il y a M. Trooper, j'espère que je le prononce bien. À vous. Premièrement, merci Amélie, c'est bien organisé, c'est très professionnel. Merci. Merci M. Guillemette pour la présentation. Je suis particulièrement intéressé quand tu parlais des noyers cendrés, des noyers noirs, des érables, etc. C'est quoi les perspectives de marché compte tenu du fait que les usines de feuillus au Québec ont royalement baissé en nombre? C'est presque disparu comparativement au temps de 20-25 ans. Ça fait qu'on parle ici de laisser les arbres devenir plus matures, etc. Mais le marché est très difficile pour eux autres. Là. Les analyses sont faites sur la perspective que le marché futur serait le même que le marché. Le marché en début de période et en fin de période serait le même. Au moment qu'on prend la décision, on aurait le même marché. C'est certain que si on est dans un creux de marché, logiquement, on a intérêt à laisser croître nos arbres, attendre de les récolter. Je l'ai déjà fait personnellement l'exercice de dire ben, si je suis présentement dans un creux de marché, je baisse mes prix, puis que dans 10, 15 ou 20 ans, les prix sont meilleurs qu'aujourd'hui, ben, c'est évident que je laisse mieux de laisser croître mes arbres. Hein? Puis tandis qu'à l'inverse, quand le marché est très fort et qu'ils sont prêts à payer un très bon prix, ben là, mon diamètre de maturité financière, techniquement, il diminuerait. Hein? Parce que là, j'aurais intérêt à me dépêcher à aller couler des arbres qui ne donnent pas un très bon rendement parce que c'est là, présentement, qu'ils payent plus. Mais là, le défi, c'est d'anticiper le marché. Je suis désolé, mais je ne suis pas capable de faire ça. Là. Moi, je suis plus un chercheur en sylviculture. Puis même, je pense que les économistes ne seront pas capables de. Il y aurait de la misère à l'anticiper. On peut voir les grandes tendances. Là. Globalement, j'ai écouté une présentation, là, plus qu'un an, c'est un chercheur américain, un économiste forestier.
Puis, lui, ce qu'il présentait, il dit, ce qui est dur ces années-ci, c'est qu'on n'accorde pas beaucoup de valeur au bois dans le sens de ses lignes, de sa couleur. Hein. Vous parliez des noyers, par exemple, ou les chênes qui ont un grain particulier. La mode, c'est beaucoup le blanc. Hein, les gens, ils se refont leur cuisine, là, puis ils mettent des armoires blanches à grandeur. Ben, une armoire blanche, là, pas besoin d'être en bois de qualité. Là, hein, c'est de la mélamine. C'est des panneaux comme ça. Là, fait que c'est du panneau de particules qu'on moule et qu'on lui donne la finition qu'on veut. Fait que ça, c'est le côté négatif, si on veut, pour les perspectives de marché pour le bois franc dans l'avenir. Par contre, on dit que de plus en plus, la ressource se raréfie un peu partout sur la planète. Même si c'est des marchés de niche, qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, ben peut-être qu'il va rester un marché pour ces gens-là suffisant. C'est ça que je ne suis pas capable d'évaluer. C'est les deux perspectives. Là. Ouais, les seuls marchés pour un producteur de bois, c'est les scieries. Parce que c'est eux autres qui transforment le bois. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des scieries portatives. Là, il y a des... Je connais du monde qui font du sciage sur service, ni plus ni moins. Ouais. Ils se promènent mais tu sais, c'est pas, comment est-ce que je pourrais dire ça, là, c'est pas, c'est pas réellement rentable pour un producteur de bois. Je sais que dans les cantons de l'Est, dans le sud des cantons de l'Est, je parle de la région qui part de Huntington jusqu'à Mégantic, etc. C'est des belles populations, ce que tu peux avoir du chêne rouge, d'érable, du merisier, des choses du genre. Là. Ouais. Mais le nombre de scieries qui sont là pour acheter ces bois-là est royalement réduit maintenant. Oui. Puis deuxièmement, si on veut faire du reboisement, c'est du reboisement naturel, mais plus ou moins. C'est pas du. Il n'y a pas réellement de pépinières qui vont te fournir le matériel pour reboiser ton terrain. Fait que c'est des contraintes un peu qui viennent faire en sorte que, oh, comme là, je reboise comment, je fais quoi, je plante quoi. On mise beaucoup sur la régénération naturelle autant que possible. Là. Puis après ça, ben, il y a quand même les pépinières de Berthierville qui produit certains plants feuillus, là, mais on est assez limité dans le feuillu au Québec. L'autre défi qu'on a dans ces territoires-là en particulier, c'est beaucoup le broutement important par les cervidés. Hein, on a beau planter ou avoir de la régénération, si tout se fait manger là, dans un secteur, on a des dispositifs à des endroits qui... Il n'y a anormalement pas de régénération tellement c'est brouté. Là. En tout cas, je vous remercie encore une fois. C'est une présentation qui stimule beaucoup de discussions. C'est bien fait. Bravo, félicitations. Tant mieux, merci. Il y a une question dans le chat. Je vais vous la lire. Dans un contexte d'exploitation acéricole, on perd normalement la première bille à cause des entailles. Oui. Est-ce que le même principe de grosseur s'applique, mais à un diamètre plus haut? Oui. Bonne question. Je ne me l'avais pas encore posée, puis je n'avais pas vraiment réfléchi de ce point de vue-là. Là. Parce que dans le bois d'œuvre, notre bille de pied, c'est vraiment là qu'on va chercher le gros du bois d'œuvre. Puis à ce moment-là, on la perd quand on l'entaille. Moi, c'était beaucoup des diamètres à maturité sur une base de bois d'œuvre, de valeur pour le bois d'œuvre. Fait qu'à ce moment-là, c'est des arbres qui n'ont pas une grande valeur pour le bois d'œuvre. Puis, tu sais, à quelque part, je pense que c'est assez bien connu des gens que les érables valent pas mal plus pour le sirop que pour le bois d'œuvre. Moi, dans ma tête, ce n'est pas des analyses qui s'appliquent pour une érablière qui est sous un régime acéricole. Puis, non, j'ai jamais assez réfléchi au sens de la question à ce niveau-là pour être à l'aise d'aller plus loin que ça. Je suis désolé. Des prochains projets de recherche, peut-être? Peut-être. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, je pense que M. Bouchard, vous avez ouvert votre micro. Oui. M'entendez-vous bien? Oui. Oui, OK. J'aurais deux questions. Ça sera concernant les conifères. J'ai une plantation d'épinettes blanches. J'ai 2 éclaircies commerciales de fait dedans. Là, évidemment, dans les, je vous dirais, 10 prochaines années, je devrais avoir des épinettes qui commencent à atteindre le 30-32 cm à hauteur de poitrine. Ma prochaine coupe, je ferais-tu mieux faire comme un peu de l'écrémage
aller chercher les plus grosses, rester les plus petites? Non, moi, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte de plantation, hein. On a un contexte de forêt naturelle mélangée, OK. puis à dominance feuillue. Fait que c'est certain que moi, dans mon contexte, c'est beaucoup qu'il y aurait quelques belles grosses épinettes au travers, puis il y en aurait déjà des plus petites en régénération, puis de tous les diamètres, puis vous faites des coupes partielles pour venir sélectionner ça. Dans un cas d'une plantation, là, en plus, c'est qu'on peut avoir un effet des programmes d'amélioration génétique puis la sélection des arbres. Là, je ne serais pas à l'aise là, de le prendre comme ça. Là. OK. Merci pour la première question. La deuxième Puis merci de question. la question en passant. C'est une bonne question. Je n'ai pas pensé à le préciser dans ma présentation. Là. Ça va aider à clarifier. C'est pas grave, mon cher monsieur. La deuxième question, j'ai, il y a plusieurs années, fait, il appelle ça dégagement de régénération naturelle, évidemment, qui était du petit bouleau gris que j'ai enlevé, puis c'était toute une repousse de sapin baumier, évidemment, un arbre qui aime bien l'ombrage. Je travaille ces deux, trois pièces-là, je vous dirais comme une coupelle d'hectares que j'ai, OK? Je travaille ma forêt de façon que mon sapin baumier ait tout le temps un 60-70% de feuillage vivant. Et j'ai l'impression de pouvoir emmener mes sapins baumiers à une taille de 30 cm hauteur de poitrine et passablement plus, parce que des fois sur ma terre, quand je trouve un sapin baumier qui a ben, je ne l'ai pas mesuré, mais à l'œil, là, regardez, ça a sûrement 35 cm passé. Tous ces sapins baumiers-là sont tout le temps bien branchés de branches vivantes. Qu'en pensez-vous? Oui. Ce que je vous ai présenté, là, c'est des grosses moyennes, des grandes tendances. Puis c'est certain qu'on peut toujours trouver des endroits où on a quelque chose de mieux ou quelque chose de moins bon que ce qu'il y a là-dessus. Moi, ce qui va faire que le sapin va perdre de la valeur, c'est beaucoup s'il se met à avoir beaucoup de mortalité, beaucoup de caries de pied. Si vous observez localement que vous n'avez pas de problème de caries de pied, vos sapins, ils tiennent. Je veux dire, OK. je ne vois pas pourquoi je les laisserais pas. Moi, je les laisserais croître. Là. J'ai déjà aussi, à l'opposé, j'ai déjà été dans une présentation sur le terrain en 2016. On a fait une présentation dans le coin de Cowansville. Puis on était sur un secteur, un site assez escarpé, puis très exposé au vent. Puis à ce moment-là, on avait des érables à sucre. Puis je disais, regardez, j'ai dit, de base, à ce moment-là, je présentais, j'avais un diamètre à maturité financière, l'érable à sucre autour de 45 cm. Mais sur le site en question, les érables, ils ne se rendaient pas à 45. On les voyait, ils versaient au vent. Les plus gros, à OK. 42, 44, ils prenaient dans le vent, ils versaient. Je dis, moi, être propriétaire ici, je prendrais le même principe, mais je baisserais un peu le diamètre plus proche de 40 parce que c'est là qu'ils tombent. À l'opposé, vous, si vous dites, mes sapins, ils sont beaux dans ces diamètres-là, puis ils poussent bien sur mon territoire puis sur mon site, puis je me rendrais plus haut, ben, allez-y à 30 cm, vous êtes capable. Il faut être capable de nuancer ça. Juger l'information, de juger OK. et de l'appliquer. Là. Fait que, ben, en passant, très belle présentation. Puis, on va faire les démarches demain pour avoir votre présentation là, en format PDF et tout. Là. ouais. Merci beaucoup, ça a été fort intéressant. Puis sur les feuillus en passant, j'en ai chez nous amplement, étant donné que je suis du sud de la province. Ça va être une bonne aide là, quand je partirai ma scie mécanique. Bon. Allez-y pas trop vite, hein? C'est des arbres qui prennent une centaine d'années, 120 ans à pousser. Fait qu'il faut pas toutes les couper la même année. Un arbre à fois. Oui, allez-y tranquillement. À mon âge, c'est un arbre à fois. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres Je questions? reviens sur ce qu'on disait avec le monsieur, justement, là, l'aspect mécanique. Tu sais, de retenir aussi, pas juste de se dire, OK, cet arbre-là, il est prêt, je le coupe. Non, non, posez-vous la question. Si je le coupe, qu'est-ce que je libère? Puis si vous vous rendez compte qu'il y en a des petits autour qui attendent juste ça, là, ben, arrêtez de vous sentir coupable de couper ce beau gros arbre-là. Enlevez-le et faites de la place aux petits. C'est ça c'est comme ça va pousser le plus. Mais s'il n'y a pas de petits intéressants en dessous, là, il faut commencer à travailler sur la régénération avant. C'est ça le défi. Okay. Oui. Okay. D'autres, bon conseil, ça. Est-ce qu'il y avait d'autres? Je pense que ça faisait le tour. En tout cas, ça a été, je pense, des bonnes explications. Je pense que ça va aider tout le monde.
s'il y en a d'autres, je n'y vais pas, là, je surveille le chat et les mains levées aussi. Demain, donnez-moi jusqu'à vendredi matin là, pour vous envoyer tout ça, que je puisse voir avec ma collègue. Là. Ça ne sera peut-être pas fait à 8h30, 9h demain matin, là, mais donnez-moi un petit peu de temps là, pour vous envoyer ça là, d'ici vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là non plus tantôt, là, quand on a commencé la présentation, ceux qui ont besoin d'avoir une attestation, donne-moi jusqu'à lundi pour vous les envoyer. J'ai essayé de prendre en note toutes les présences, mais je sais qu'il y en a qui avaient certains des libellés de noms, des fois que je n'étais pas capable d'identifier par rapport à ma liste. Donc, si vous n'avez pas reçu votre attestation, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter quelqu'un de l'association, sur ma collègue Guylaine, peu importe, là, puis on va vous l'envoyer là, avec plaisir. Là. Je sais que c'est bien important là, de tout ça. Donc, je laisse une dernière chance pour les questions. Sinon, merci, merci François. Merci, monsieur Guénette, de nous avoir fait cette belle présentation-là. J'espère que ça va être bien applicable dans vos prochaines démarches au niveau forestier pour chacun d'entre vous. En terminant, je voudrais juste vous rappeler là, que l'association organise son colloque annuel qui va avoir lieu le 28 novembre prochain à Lac-Mégantic. Si ce n'est pas déjà fait, là, je vous invite à suivre là, soit nos médias sociaux, notre infolette, notre site web, là, vous allez avoir l'information. Et nous sommes aussi en cours avec notre campagne de financement, avec notre fameux tirage. C'est encore possible d'acheter des billets, il y en a encore de disponibles. Donc, merci de votre appui. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter à tous une belle soirée, une belle fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir dans un prochain événement. Merci François. Bon.